She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, Your granddaughter. wherever they are. Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette 18e heure des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en Sibérie, à Krasnoïarsk, et j'ai à mes côtés pour en parler Pavel Chinsky. Vous êtes directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Vous êtes basé à Moscou. Absolument. Et Nathalie Laurin, vous êtes consultante et vous êtes gérante d'itinéraires interculturels. Absolument. D'accord. Et spécialiste de la Russie. Et spécialiste de la Russie, et revenu très récemment de Krasnoïarsk, justement. Alors, Krasnoïarsk, en quelques mots, c'est la seconde plus grande région de Russie. C'est à 4000 km de Moscou. C'est une région riche en ressources naturelles et également une région dynamique avec un potentiel scientifique, industriel et culturel important. On est tout à fait d'accord sur ces données, Monsieur Chinsky. Ce sont des données absolument objectives. D'accord. Si vous deviez dire quelques mots justement sur ce marché, comment le qualifieriez-vous? C'est un marché très attractif pour nos entreprises. Nous avons déjà conduit plusieurs missions avec l'ambassadeur de France à Moscou, à Krasnoïarsk, notamment à l'occasion du Forum économique de Krasnoïarsk, qui est le 3e forum économique du pays, après ceux de Saint-Pétersbourg et de Sotchi. Premier sentiment, Nathalie Laurin, c'était la première fois que vous alliez là-bas? C'était pas la première fois. C'est une région que je connais depuis près de 25 ans, mais j'ai pu constater le dynamisme de cette région au cours des derniers mois. D'accord. On va faire une pause et puis tout de suite après, on va justement évoquer les opportunités de ce marché. On fait une petite pause et puis on va évoquer les opportunités du marché. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Krasnoïarsk, donc Krasnoïarsk en Sibérie. Monsieur Pavel Chinsky, en tant que directeur de la Chambre de commerce franco-russe à Moscou, comment pourriez-vous qualifier les opportunités de ce marché? Tout est à faire. Nos partenaires et néanmoins amis allemands nous ont devancés et les entreprises françaises sont en train de grignoter les parts de marché qu'elles auraient pu et dû sans doute occuper déjà depuis un certain temps. Pour présenter les grandes opportunités, il s'agit de tout ce qui concerne la consommation courante. Le Roi Merlin a ouvert son premier hypermarché en 2012, on attend Auchan pour 2014. On devait d'ailleurs avoir un de leurs représentants via Skype là, mais visiblement problème de connexion. Outre effectivement l'alimentation et tout ce qui concerne les équipements à la personne, il y a également l'hôtellerie. Le groupe Accor, justement lors d'une de nos précédentes délégations à Krasnoïarsk,
largement avancé dans son projet d'installer une enseigne hôtelière dans le centre-ville. Mais affaires ou tourisme plutôt? Hôtellerie 2-3 étoiles. Donc entre les deux, ce qui est sans doute une manière d'occuper plusieurs marchés à la fois. Mais Krasnoïarsk, effectivement, est une ville extrêmement riche en potentiel et en expérience industrielle, puisque c'est la ville de Norilsk qui permet d'extraire la grande majorité du nickel russe. Ville de Norilsk associée au nom de M. Prokhorov, oligarque que les Français connaissent plus pour Courchevel, mais qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à Krasnoïarsk et qui a développé un certain nombre de choses tout à fait formidables. Vous y trouvez des gastropubs, des fun parks et des usines étonnamment modernes dans un pays qu'on remarque souvent pour la vétusté et l'obsolescence de ses installations industrielles. Ce n'est pas le cas de Krasnoïarsk, et son gouvernement et ses fonctionnaires vous accueillent avec des iPads et non pas avec des carafons de vodka. D'accord. En plus, pas mal de partenariats donc entre la France et Krasnoïarsk, partenariat avec des hôpitaux parisiens, je crois. C'est effectivement un partenariat qui vaut le coup d'être cité, un partenariat avec l'assistance publique et les hôpitaux de Paris. Et je crois que c'est dans la ligne de ce que veut faire la Sibérie, acquérir un certain transfert de savoir-faire, une expertise sur des domaines où ils ont pris beaucoup de retard. Comme l'hôtellerie aussi, pareil, avec le Vaucluse, je crois, qui a mis en place un partenariat. Donc, alors peut-être aussi des opportunités en termes d'ouverture de commerce de restauration, Dans un schéma plus large, il s'agit de tous les métiers du tourisme pour lesquels la France a une avance certaine et une spécialité incontestable et incontestée en ce qui concerne l'équipement des infrastructures de montagne. La Caisse des dépôts s'est récemment engagée dans un large projet dans le Caucase Nord, mais Krasnoïarsk également est riche en installations et il y a une ferme volonté et un grand financement des autorités locales donc afin une de vraie développer. Région touristique, en fait. Oui, et qui est mitoyenne de l'Asie centrale, ce qui assurerait un flux de tourisme non seulement européen, mais également asiatique. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard, parce qu'effectivement, c'est une région qui est magnifique, et on a quelques témoignages sur le sujet. Donc, alors ça, c'est les points positifs, à savoir, il y a des opportunités, mais il y a quelques difficultés que l'on peut rencontrer, et à ce titre, nous avons une vidéo que nous a envoyée Cyril Terrier, concernant les contraintes qu'un entrepreneur sur place peut rencontrer. On va tout de suite l'écouter. Je pense que la difficulté essentielle qu'on va trouver sur son chemin, c'est la maîtrise de la langue, qui est absolument indispensable pour entreprendre quoi que ce soit ici, à Krasnoïarsk, en Sibérie. Tout se passe en russe, que ce soit l'administration, la télé, les informations, les musées, le cinéma, tout est en russe. On trouvera très peu de choses en anglais. Il est donc essentiel de maîtriser cette langue, y compris ça va jusqu'au niveau des noms de rues qui sont exclusivement en russe. Donc il est indispensable de savoir lire, écrire et comprendre cette langue. Pour pouvoir entreprendre quoi que ce soit ici, il faut savoir que la maîtrise de l'anglais est une compétence rare, y compris chez les jeunes diplômés d'université. Je pense que la deuxième difficulté importante qu'on va rencontrer ici à Krasnoïarsk, c'est l'administration. D'un point de vue entrepreneur, il y aura beaucoup de démarches administratives et elles seront toutes largement compliquées par la lourdeur de l'administration, sa corruption et l'ambiance de fait du prince qui y règne. Alors, Monsieur Chinsky, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Terrier ? Ça serait formidable s'il y avait effectivement tout un tas d'expositions et de films de cinéma en anglais au plein cœur de la Sibérie, à 5 heures de vol de Moscou. Mais je pense que sur la durée, et à partir du moment où l'on envisage une expatriation, l'apprentissage de la langue locale peut se révéler un plus. Donc il me semble qu'il ne s'agisse pas exclusivement de Krasnoïarsk, en tout cas qu'on ne puisse pas lui imputer ceci comme une caractéristique négative spécifique. Lourdeur administrative, on a même entendu corruption, j'ai entendu à la fin. C'est oui, bon.
Il ne faut pas chausser des lunettes roses. Ce sont des choses qui existent et les Russes en sont conscients mieux que quiconque. La corruption ne concerne pas exclusivement et loin de là les investisseurs étrangers. Les Russes en souffrent dans leur vie quotidienne, quand ils sont arrêtés par les polices de la route, quand ils inscrivent leurs enfants dans des crèches ou dans des écoles. Mais c'est une volonté majeure du président Medvedev et depuis de son successeur, le président Poutine. Et le fait que les entreprises investissent de plus en plus et se mobilisent de plus en plus dans les régions de plus en plus éloignées de Moscou montre bien qu'il y a manière de travailler, et je crois que la seule manière de travailler en Russie, c'est justement de ne jamais céder à la corruption. Et c'est non seulement possible, mais indispensable. Alors justement, on a Marc Loucheux, avec qui on a réussi à établir la communication via Skype. Il est directeur régional Leroy Merlin. Monsieur Loucheux, bonjour. Bonjour à vous. Vous nous entendez parfaitement? Je vous entends, je ne vous vois pas malheureusement. Bon, mais nous je crois qu'on vous voit, alors tout va bien. Vous venez de voir cette vidéo, j'imagine, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Alors, je n'ai pas vu la vidéo, je vais juste me présenter rapidement, si vous le permettez. Donc juste pour vous dire, je suis arrivé moi en Russie il y a 7 ans. J'ai vécu sur Moscou, j'ai vécu sur Ijevsk 1 an, qui est la ville de Kalachnikov, les usines d'armement. Et je suis arrivé en Sibérie maintenant à peu près il y a 3 ans et demi. Voilà, donc juste en plein cœur de la Sibérie. D'accord. Et vous êtes donc en charge du développement de tous les établissements Leroy Merlin sur cette zone, je crois. On fait de l'animation et de développement entre Tioumen, Krasnoyarsk aujourd'hui, mais on a des projets aussi plus à l'est jusqu'à Irkoutsk. Voilà. D'accord. Alors en fait, la vidéo qu'on vient d'écouter nous parlait des difficultés qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur donc, sur cette zone. Alors langue, lourdeur administrative, corruption, est-ce que vous le ressentez au quotidien ou non? Alors, je dirais que le problème de la langue, on n'a pas plus de problèmes en Russie que dans un quelconque pays quand on parle pas la langue, malheureusement. Je pense que pour moi, l'intégration passe par l'apprentissage de la langue et c'est un facteur clé de réussite. Donc, je veux bien comprendre que le fait de ne pas parler russe, ça pose de gros problèmes. Peut-être plutôt au niveau de l'alphabet, non? Parce que le cyrillique, bon, il faut quand même... Oui, alors d'accord. On continue, excusez-moi. J'ai appris le russe à l'école, j'avais 8 ans, à l'époque sur Valenciennes, donc je ne m'attendais absolument pas à un jour vivre en Russie. Donc c'est vrai que c'était un peu plus facile pour l'apprentissage. Maintenant, je pense qu'aussi, n'oublions jamais qu'en Russie, nous ne sommes que des invités, puisque c'est des lettres d'invitation, et que c'est à nous à faire l'effort de nous intégrer. Donc vouloir faire un business dans un pays sans vouloir apprendre la langue, pour moi, c'est un peu compliqué. Voilà. Concernant la lourdeur administrative et la corruption, c'est pas quelque chose que vous vivez au quotidien? Alors, en quelques mots, elle existe, c'est clair. Maintenant, je pense que est-ce qu'on parle de corruption ou de culture de vie, malheureusement, puisque la corruption, je pense qu'elle existe à tous les niveaux, partout, et à toutes les échelles de la société, puisque ça a été un mode de vie dans une société qui, jusqu'en 90 et voire jusqu'aux années 2000, a été très difficile. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des lourdeurs d'administration, mais je pense qu'elles sont aussi, malheureusement, couplées à la corruption. C'est plutôt, plus que des lourdeurs d'administration, c'est plutôt des freins volontaires, en attendant que des solutions se trouvent. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, alors s'implanter quand même sur place, ça représente certains avantages. Il y en a notamment un, je crois que c'est la fiscalité. Et on va tout de suite écouter Lucius Meida, qui est avocat chez Lex International et qui va nous parler justement des taux pratiqués en Sibérie. Il y a plusieurs avantages fiscaux pour les entrepreneurs en Sibérie. Premièrement, les taux d'imposition individuelle varient entre 6 à 13%. Deuxièmement, les taux corporatifs varient entre 13,5% à 24% selon les régions. À Krasnoyarsk, il y a possibilité de réduire cet impôt en investissant dans de l'immobilier industriel. Quant aux impôts fonciers, ils varient entre 0,3% à 1,5% selon l'usage qu'on va en faire. En conclusion, je dirais donc que fiscalement, la Sibérie favorise les entrepreneurs. Donc, une fiscalité intéressante à Krasnoyarsk, ça ne fait pas de doute. Une main-d'œuvre, semble-t-il, hautement qualifiée.
parce que Krasnoïarsk est un creuset industriel qui s'est développé dans la seconde moitié du XXe siècle autour de grands ensembles industriels, de grandes usines de métallurgie essentiellement, d'aluminium. Ok. Comment ça se passe au niveau du droit du travail, des charges sociales il est libéral, ce droit du travail, ou il est assez contraignant? Est-ce que vous souhaitez qu'on compare la France? Non, on ne fait pas de comparaison. On le décrit. Le droit du travail est plus flexible qu'en France. D'accord. Et l'impôt sur les sociétés, comme l'impôt sur les personnes physiques, est extrêmement attractif. On a un impôt sur les sociétés autour de 20%, l'impôt sur les personnes physiques est de 13%, non progressif, ce que venait de dire, et prélevé à la source. Notre avocat, d'accord. Et visiblement des taxes foncières ridiculement... Quasi inexistantes. La plupart des régions russes se sont lancées dans une compétition pour attirer le plus grand nombre d'investisseurs. Mais pour certaines de ces régions, ça reste purement déclaratoire, des avantages purement sur le papier. Krasnoïarsk, effectivement, a mis en place des vrais mécanismes, notamment de dosage très fin des taxes pour les investisseurs. D'accord. Et au niveau fédéral, enfin, il y a eu une très nette amélioration de la délivrance de visas et de permis de travail pour les étrangers en Russie. Auparavant, c'était un vrai problème. Et depuis les accords de Rambouillet et les accords franco-russes sur la question, qui datent de 2009 puis de 2010, aujourd'hui, la France bénéficie d'un grand nombre d'avantages préférentiels par rapport à ses concurrents européens pour venir s'implanter en Russie. Et je vous remercie parce que voilà la transition. Nous allons écouter une vidéo justement sur quel type de visa de travail existe-t-il pour les ressortissants français. Et on va s'apercevoir qu'il y a encore une notion de partenariat entre la France et la Russie à ce niveau-là. C'est Valérie Tchan, consultante senior en immigration du cabinet Karl Waid, qui va nous en parler. Pour les ressortissants français, il est important de noter qu'il y a un accord qui a été signé en novembre 2009 entre la France et la Russie et qui est entré en vigueur en mars 2011, qui prévoit pour les ressortissants français résidant en France au moment de la demande, c'est très important, il faut être résident en France à ce moment-là pour en bénéficier. Donc ces travailleurs français sont exemptés des quotas. Et le délai de traitement donc, est d'1 mois maximum pour l'obtention du permis de travail. Le permis de travail est délivré pour 1 an, renouvelable sur place jusqu'à 3 ans et renouvelable ensuite tant que la mission perdure. Pour la famille, dans le cadre de cet accord, la famille se voit délivrer un visa qui autorise le travail pour le conjoint. Donc, ce qui est un avantage puisqu'en matière de droit commun, le conjoint se voit délivrer un visa qui n'autorise pas à travailler. C'est donc un accord très favorable aux ressortissants français et qui s'applique aussi bien aux employés des bureaux de représentation qu'à la mobilité intragroupe en matière de détachement ou dans le cas d'un transfert sur contrat local ou pour également les travailleurs hautement qualifiés, les étudiants, les jeunes professionnels. Donc on le voit, énormément de partenariats très favorables à la France. Visiblement, la Sibérie veut que les Français viennent s'implanter sur place ou y travailler. Justement, ça nous amène tout naturellement au sujet suivant. Vous l'avez vécu quand vous y êtes allé, vous m'en avez parlé l'autre fois. On va parler de l'intégration des Français sur place qui semble-t-il se passe plutôt très bien. C'est Ekaterina Frolova qui est chargée de communication au gouvernement de Krasnoïarsk qui nous en parle. On va l'écouter tout de suite, puis après vous allez nous raconter votre expérience. Les gens en Sibérie sont vraiment très proches et comme on dit en Russie, plus il fait froid dehors, plus les corps sont chauds. Tous les Russes sont, comment dire, on a l'attitude très plaisant, on peut dire, envers des Français, envers la France. C'est historique. On aime bien tout ce qui est français, les films français, la musique française, la culture française, même la cuisine et tout ça. Les Russes se sentent très proches des Français. C'est vrai, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais quand même c'est évident. On aime bien les Français. Voilà, et si vous êtes Français, c'est... Je ne sais pas, il ne faut pas peut-être le dire, mais quand même, c'est mieux que si vous êtes de l'Allemagne, par exemple.
Alors, elle a raison, cette charmante jeune dame. Elle a raison, mieux vaut être français qu'allemand. D'accord, très bien. Alors, Nathalie Laurin, je le répète, donc vous êtes consultante en interculturel, spécialisée sur la Russie. Monsieur Chinsky, vous êtes directeur de la Chambre de commerce franco-russe à Moscou. Je crois que vous êtes d'origine russe, il me semble. Je suis totalement russe. Totalement pas russe. Une goutte de sang français. Pas une goutte de... Super. Donc, on va justement pouvoir parler des différences culturelles France-Russie, Russie-France. Nathalie Laurin, vous en revenez. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez pu observer. Pour revenir sur le reportage de cette jeune femme de Krasnoïarsk, oui, les Sibériens il y a un climat froid, mais il y a des gens extrêmement chaleureux. Ont le cœur chaud, oui, oui. Et d'une façon générale, pour définir la Russie, on dit que c'est un pays où tout est intense, tout est extrême, il fait chaud, il fait froid. Les gens peuvent être dans un premier abord plutôt distants, et puis au fur et à mesure de la relation, extrêmement chaleureux. Mais je crois qu'en Sibérie, c'est la puissance 10 de ce qu'on peut trouver à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ou en tout cas dans la Russie occidentale. Peut-être une différence quand même notable, c'est la notion de temps, où on va trouver un temps relativement élastique. Il faut voir aussi que le pays est immense. Et la région de Krasnoïarsk, et j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 3 ou 4 fois élastique, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles à la réalisation de quelque chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser au partenariat que les hôpitaux de Paris et l'assistance publique on peut signer, où on pense à un système de soins à distance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un hôpital et puis où ça se justifie complètement. Donc cette notion de temps est à prendre en considération dans tout ce qui est organisation, dans tout ce qui est développement d'un pays. Monsieur Chinsky, vous êtes russe de la région de Moscou. Oui. Et vous, en tant que moscovite, comment vous jugez vos différences justement avec les gens de Sibérie? D'abord, est-ce que vous en observez? Et si tant est qu'il y en ait, quelles seraient-elles? Enfin, on observe ce phénomène dans toutes les capitales, avec un phénomène un peu de snobisme. Il y a la capitale et les régions. C'est extrêmement développé en Russie parce que les niveaux de vie est infiniment plus élevé à Moscou que dans les régions russes, sauf un certain nombre de régions qui sont relativement prospères, et Krasnoïarsk en fait partie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est toujours étonné de trouver à Krasnoïarsk des restaurants dont la qualité aussi bien de nourriture comme de services sont équivalents, voire supérieurs à ce que l'on peut trouver à Moscou. Peut-être justement parce qu'il y a eu un certain nombre de grandes figures du business qui y ont investi, qui y ont apporté des habitudes et des traditions qui sont même plus occidentales que russes. Mais c'est quelque chose qu'on observe également en France. Le nord de la France est réputé de beaucoup plus chaleureux, convivial et fraternel que le Var ou les Alpes-Maritimes. Alors ça, c'était la thèse de Montesquieu déjà il y a un certain temps dans la théorie des climats et leur influence sur la manière dont les gens se comportent. Mais je crois surtout que les habitants de Krasnoïarsk aiment profondément leur région, et Dieu sait que l'attachement des Russes et leur pays n'est pas toujours évident. Et il y a un vrai patriotisme qui ne dépend pas de convictions politiques, mais du fait que Krasnoïarsk est effectivement une région extrêmement grande, extrêmement riche, avec des paysages naturels d'une beauté absolument sidérante, d'où l'importance de développer ces stations de sport d'hiver, ces zones balnéaires, afin que les gens puissent se rencontrer sur place et pas simplement à la télévision ou sur Internet, de tous les avantages qu'une telle destination peut avoir. D'accord. En termes, justement, une entreprise s'implante, par exemple, à Krasnoïarsk. En termes de management, est-ce que l'accord va se faire facilement pour un Français qui va débarquer là-bas? Est-ce qu'il va réussir tout de suite à comprendre les attentes de ses salariés et réciproquement? Est-ce que tout ce monde-là va bien s'entendre et bien travailler ensemble? Je crois qu'il faut comprendre dans le caractère russe, et encore plus en Sibérie, que les collaborateurs vont s'attacher à un homme. À ce que vous dites. Vont s'attacher à un homme et vont s'attendre à ce que le directeur, le chef, soit extrêmement protecteur. Un patriarche. Un patriarche quelque part, et c'est quelqu'un qui sait tous ses collaborateurs, la date de mariage des enfants, la naissance des petits enfants. Les anniversaires, oui. Les anniversaires. Les dates de mariage pour certains d'entre eux.
et il a un côté extrêmement protecteur. Il peut être parfois directif, mais c'est pas ce qui gênera le Russe, puisque finalement le Russe ne sera... Ce qui compte pour un Russe, c'est la liberté intérieure. Donc finalement, la contrainte extérieure, on peut l'accepter, puisqu'au fond de soi, on est libre. Hein. C'est ça le plus important. Donc, on s'aperçoit, notamment pour les expatriés, que quelquefois, ils ont à faire le grand écart entre le style de management qu'ils ont pu apprendre en France ou qu'ils ont pu exercer. Et puis, finalement, on ne met pas d'affect, c'est ça ? Alors, en France, on ne met pas beaucoup d'affect. En Russie, on va mettre un affect, on va créer une vraie relation entre le directeur et ses collaborateurs. Et c'est un petit peu moins le cas à Krasnoïarsk, parce qu'on a quand même une certaine fidélité des collaborateurs, vu la région, vu aussi le fait que les entreprises, notamment du domaine pétrolier, gazier ou minier, ont des salaires qui sont généralement plus élevés que dans d'autres activités, et donc on a moins de turnover chez les collaborateurs. Mais le Russe sera attaché vraiment à l'homme, à son chef, plus qu'à son organisation. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, et donc on va passer beaucoup de temps aussi à créer des liens avec son... Vous êtes visiblement d'accord. C'est un point très juste, et je pense qu'on peut même aller au-delà et dire que la réussite d'un homme d'affaires étranger en Russie est liée plus à ses qualités personnelles qu'à ses compétences professionnelles. Alors, il vaut mieux qu'il sache quand même un peu faire ce pourquoi on l'a envoyé. Mais vous n'êtes pas, pour un interlocuteur russe, l'ingénieur d'Alstom ou le directeur commercial de Decathlon. Vous êtes monsieur... on vous appellera d'ailleurs plus par votre prénom que par votre nom de famille, si les choses se passent bien. Et c'est votre capacité à vous engager dans une relation, quitte à sacrifier du temps, quitte à passer parfois des moments un peu plus difficiles que ceux à quoi on a été habitué dans un cadre professionnel bien calibré. Donc ces deux qualités, c'est autorité et empathie, quoi. Je crois que l'autorité est liée à l'empathie. Une empathie réelle permet justement d'être autoritaire à bon escient. Absolument. C'est ce que toute épouse russe attend de son mari. Alors, on n'a pas parlé de la femme russe, mais il y a quand même une caractéristique, c'est que je crois que c'est 90 ou 95% des chefs comptables en Russie qui sont des femmes. Hein. Ce sont les gestionnaires, ce sont elles qui tiennent les cordons de la bourse, on peut dire ça comme ça. Vous êtes d'accord ? Ce sont les femmes qui font tourner cet immense pays, et moi-même, en tant qu'employeur, j'ai beaucoup plus de mal à recruter des hommes que des femmes. Les femmes sont plus fidèles professionnellement, elles sont plus investies. Vous avez un marché de l'emploi qui est totalement saturé, c'est du plein emploi. Et c'est effectivement, les femmes russes sont des personnes extrêmement... Vous êtes marié vous-même à une... Absolument. Ma femme est russe, mais elle a passé, comme moi, un certain nombre d'années en France. D'accord. Et elle, comme moi, y sommes retournés. Parfait. Merci beaucoup, Pavel Chinsky. Merci infiniment. Nous allons maintenant aborder un sujet suivant qui concerne la vie quotidienne. Et on va écouter tout de suite Ekaterina Frolova qui va nous parler de l'atmosphère qui règne à Krasnoïarsk. L'atmosphère à Krasnoïarsk est vraiment très très plaisante parce qu'on est entouré des montagnes et il y a plein de choses à voir en ce qui sur la nature. Et tout près de chez nous, il y a le parc naturel très très grand. Ça, comment dire, quand vous êtes à Krasnoïarsk, vous voyez toujours les montagnes. Et en plus, il y a beaucoup de choses à faire parce car on est très loin du monde entier, alors on est obligé de développer les boîtes de nuit, les cafés, des restaurants, des bibliothèques, des musées. Tout ça, c'est bien organisé chez nous. On ne peut pas dire qu'il y a trop de musées, par exemple, mais quand même, il y en a. Voilà, et les citoyens de la région de Krasnoïarsk ont tout pour y habiter et pour ne pas déménager. Et tout près de chez nous, par exemple dans la région de Khakassia, la République de Khakassia, on peut dire que c'est tout à fait, on peut dire que c'est toujours la même région. Voilà, quelques heures en voiture, 2 heures, par exemple 3 heures, 4 heures. Pour nous, c'est pas grand. Voilà, et alors il y a une région des lacs. Très, très, très magnifique, des lacs avec l'eau pure, l'eau salée pour se baigner. Il y a comment des
des lacs chauds, on peut dire. Il y a des montagnes, des forêts, vous pouvez pêcher, faire la chasse, chasser, se promener. Alors Lisa Georges, vous venez de nous retrouver sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français et vous avez vécu là-bas 9 mois en tant que lectrice. Elle vient de parler des lacs salés dans lesquels on peut se baigner. Et ça m'amène tout naturellement à parler du climat. Comment se vit le climat? Est-ce que d'abord, vous avez été 9 mois, mais de quel mois à quel mois? J'y étais d'octobre à peu près jusqu'au mois de mai. Donc ça veut dire à peu près 6 mois d'hiver. Vous n'avez pas connu l'été en fait? J'ai connu le début du printemps. Le printemps, ça commence vers le mois d'avril, fin avril. Donc vous n'avez jamais pu vous baigner dans ces fameux lacs salés? Non. Et vous, Nathalie? Oui, j'y suis allée en été, mais je n'ai jamais eu l'occasion de me baigner. Parce qu'il faisait trop froid ou il fait bon l'été? Parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion, mais je l'aurais fait avec plaisir. Et il faisait 30 degrés. Donc on est vraiment sur, une fois encore, sur des extrêmes. On peut passer de moins 30 à plus 30 en quelques semaines. La notion de demi-saison existe pratiquement pas. On passe de l'été à l'hiver. C'est ça. L'hiver, racontez-nous un petit peu l'hiver. Alors moi, c'était pas ma première expérience en Russie. Auparavant, j'avais déjà été à Nijni Novgorod, donc je savais à quoi m'attendre. Nijni Novgorod, c'est à 400 km à l'est de Moscou, donc c'est pas la Sibérie. Je savais que la Sibérie, c'était autre chose. Justement de votre expérience mais c'était pas Sibérie. si froid que ça, en fait. Je crois... On s'imagine qu'il va faire moins 40. Il a fait moins 40. Oui, mais il a fait moins 40, mais ça dure 1 ou 2 semaines. En fait, la période vraiment très, très, très froide ne dure pas plus d'1 ou 2 semaines. Et le reste du temps, il fait quoi? Moins 10? Moins 15, moins 20. Oui. Mais ce sont des températures assez faciles à supporter. Enfin, faciles à supporter si on est chaudement habillé, évidemment. Ouais. Parce que le froid est très sec. Donc, finalement, moi, je ne suis pas tombée malade une seule fois en Russie. Alors qu'à Paris, on est toujours enrhumé. Et puis, il y a quelques incontournables pour ne pas tomber malade, c'est de sortir avec la tête toujours couverte. C'est quand même ce que vous diront les Russes. Et si jamais un Sibérien vous croise dans la rue et si vous n'avez pas de chapeau ou de bonnet, il vous fera la remarque, il prendra soin de vous. Donc un climat finalement auquel il suffit de s'adapter et parfait. La beauté de la nature, ça elle l'a évoqué, ça vous êtes d'accord? Je crois qu'il y a une réserve naturelle, c'est ça? Les Stolby. C'est ça. C'est une taïga de 47 000 hectares. Non, en fait, moi je parlais des Stolby. Les Stolby, donc c'est la réserve naturelle à peu près à 10 km de Krasnoïarsk. Et en fait, elle est très, très réputée dans le monde entier parce qu'il y a des espèces de montagnes qui sont faites comme des gros rochers qui ressemblent à des montagnes, mais en fait c'est des rochers. Enfin voilà, et puis c'est magnifique. On peut les escalader. Enfin pour les sportifs, c'est vraiment super. D'accord. Vous avez apprécié aussi? J'ai apprécié aussi beaucoup. Et mon conseil serait pour les expatriés qui partent à Krasnoïarsk, que ça serait qu'ils aiment vraiment la nature, qu'ils aiment les sports extérieurs, que ce soit effectivement la chasse, la pêche, la marche. Et les Sibériens organisent beaucoup d'activités à ce niveau-là. Et c'est aussi un excellent moyen de socialiser avec eux. Donc un très très beau pays. Notre émission commence à toucher à sa fin. On va devoir tout de suite aborder le coût de la vie pour savoir un petit peu si c'est cher ou pas de vivre à Krasnoïarsk. Et on va donc écouter Rodolphe Millet, qui est chargé de développement chez Team Relocation, qui va nous parler de ce coût de la vie. Le coût de la vie à Krasnoïarsk est d'environ 50% moins cher qu'à Paris et environ 20 à 25% moins cher qu'en Bretagne. Par exemple, pour le logement, on peut compter un logement d'un standard européen aux alentours de 800 à 1600 euros. Par contre, une maison située dans un quartier résidentiel tel que Elita, qui est situé entre la ville et l'aéroport, on peut compter entre 1500 et 5000 euros par mois. En général, le contrat de bail est d'une durée d'1 an. Et on est toujours en mesure de pouvoir négocier
le loyer mensuel de 10%, environ 10 à 15%. Si on paye en général entre 6 et 12 mois à l'avance, et également en espèces. Vous avez habité dans un appartement quand vous étiez là-bas? En fait, comme j'étais professeure à l'Université fédérale de Sibérie, j'étais logée par l'université, dans une cité universitaire, mais correspondant plutôt aux standards européens. Donc j'étais bien logée. Donc je pense qu'on peut trouver assez facilement un logement tout à fait correct à Krasnoïarsk. Parfait. Pour une famille. Alors juste quand même une info, il n'y a pas d'école française à Krasnoïarsk. Donc si vous êtes muté là-bas, eh bien... il faut ouvrir votre propre alliance française. Voilà, exactement. Merci à toutes les deux. Je crois que Monsieur Loucheux, qui est toujours sur Skype avec nous, souhaiterait avoir quelques mots avant que nous nous quittions. Oui, j'aurais souhaité intervenir. Moi, je ne l'ai pas fait en direct, mais sur ce que j'ai entendu à la fois sur le style français, le climat. Donc, il est vrai, comme vous dites, vivre en Sibérie, en famille, avec les enfants, c'est pas possible. Je pense qu'il n'y a pas, comme vous le dites, il n'y a pas d'école française. Et la vie est quand même très compliquée si le conjoint ne travaille pas. Puisque, bon, 6 mois d'hiver, c'est-à-dire que c'est 6 mois, 6 mois où le conjoint passe plus de temps à attendre. Sur le climat, on n'en a pas parlé, même si on a dit froid, c'est très sec. Par contre, c'est un ciel bleu et un soleil quasiment permanent, donc ce qui est très très agréable. On vous reçoit très très mal là. On commence à ne plus vous entendre, Monsieur Loucheux. Je suis désolée, il y a une mauvaise réception du son. Je vais être obligée de couper là. Je suis tout à fait navrée, Monsieur Loucheux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On était presque convaincus, on avait envie de partir, mais avec ce que Monsieur Loucheux vient de nous dire, peut-être qu'on va hésiter un peu. Moi, je suis partie avec mon petit ami à Krasnoïarsk et vous avez décidé de partir et vivre. Tous les deux, on est partis tous les deux pendant 9 mois. Il y a de quoi s'occuper, même si on travaille pas. Enfin, parce que moi, je travaillais, mais mon conjoint travaillait. D'accord. Pour connaître également très bien une autre ville de Sibérie qui est Tomsk, je peux dire qu'il y a une épouse expatriée française qui, en partenariat avec la mairie de Tomsk, envisage de créer une maison de France. À Krasnoïarsk. À Tomsk. Oui. Donc on peut l'imaginer. C'est pas trop loin. C'est quand même, non, pour la Sibérie, mais on peut imaginer la même chose à Krasnoïarsk. Il y a sans doute de quoi faire aussi. Alors, avis aux bonnes volontés. Merci encore. Nous nous quittons et nous nous retrouvons à 16h pour l'Allemagne cette fois-ci, à Berlin. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international.